Et sans plus attendre les amis, on attaque mes premiers jours de vélo en Asie avec comme premier objectif Erzurum, tout à l'est de la Turquie. Très simplement parce que il faut que j'y passe pour pouvoir faire mon visa iranien avant d'aller en Iran. Donc en termes de trajet, j'ai décidé de chanter la Cappadocie parce que tout simplement pour y aller, en fait c'est plusieurs jours de national un peu pourri. Je décide donc de m'orienter vers la côte de la mer Noire en passant par des petites montagnes bien sympas conseillées par Ta et des gros canyons. Et vous allez voir que c'était encore un choix d'une judiciosité extrême les amis. Oui. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je roule moi. Et j'ai déjà été hébergé par Mustapha Sakaria qui m'a régalé avec encore un petit déj turc le matin à en tomber. Voilà, bref, c'est un délice tout simplement. Et je repars par contre le deuxième jour sous une flotte et un orage épouvantable. Je m'en souviens encore pour arriver à cet endroit. Donc en fait là je passais simplement pour aller voir cette curiosité que j'avais repérée sur Google Maps. En fait c'est juste un ancien chantier abandonné par un promoteur immobilier qui voulait construire des maisons pour des riches qui voulaient s'installer un peu dans la nature je crois. Bon, bref c'était un peu chelou. Voilà, j'ai vu ça, ça m'a pris 10 minutes, j'étais content et j'ai passé mon chemin. Mais la suite est plus intéressante puisque je suis arrivé dans un petit sanctuaire pour oiseaux vraiment magnifique le lendemain. Ça s'appelle Nahavand. Il y a une espèce de réserve naturelle avec plein de terres de couleurs différentes et des oiseaux. Je vous laisse écouter si j'ai bien le son, mais c'était assez incroyable. Et non, on n'entend que dalle en fait, parce que j'avais pas de micro adapté, mais bref, vous pouvez essayer de monter le son à fond. En gros, il y avait plein de cris d'oiseaux, c'était assez magique. Et bref, je repars en direction de mes petites montagnes que je voulais traverser avant d'arriver sur la mer Noire, avec notamment des gros canyons en perspective assez impressionnants. Et je sais pas si vous le voyez venir, mais c'est le moment d'une nouvelle anecdote, messieurs, dames. C'est parti! Alors bienvenue sur cette nouvelle anecdote de Paul qui est perdu dans ces petites montagnes turques et qui tombe sur un chauffeur de taxi au bord de la route qui lui dit de le suivre. Voilà, tout simplement. Et Paul s'exécute. Théma, le super hôtel que j'ai dégoté. Regarde ça. Si c'est pas mignon. Petit robinet qui coule sans interruption. J'ai mis une éponge en dessous sinon ça fait trop de bruit. Et petite salle de bain au top. Regarde-moi ça. Regarde. Ah, on est bien là. Alors clairement, on est sur un espèce de bâtiment désaffecté. Je suis même pas dans un village, en fait, il y a des bâtiments autour, mais rien n'est habité, tout est à l'abandon. Et il y a un gamin sur des marches, et le chauffeur de taxi il me dit de donner de la thune au gamin sur les marches. Donc le gamin me demande de la thune, je crois que c'était pas très cher, donc je m'en fous, je lui donne. Et par contre, la touche charme du coin, c'est ces magnifiques sources d'eau chaude naturelle, où le gars m'a clairement ramené là pour me faire découvrir ce spot. J'ai l'impression que c'était vraiment son spot à lui, parce qu'il n'y avait que lui et moi. Et donc, petite source d'eau chaude naturelle, vraiment, ça c'était pépite. Moi qui fais pas trop de films, j'ai pas filmé. Mais on s'est bien régalé, je crois. Il m'a payé un paquet de chips et une bière à la sortie. Donc voilà, puis j'avais un lit, c'était pourri. J'étais refait. Et j'ai bien kiffé cette petite soirée, voilà. Petit truc qui sort de nulle part, voilà. Mais comme ça, moi, si je reviens, j'ai un petit spot avec mes sources d'eau chaude bien perdues dans la montagne. Et ça, c'est mon petit coin à moi, quoi. Bon allez,
Elle était assez light celle-là, mais je tenais quand même à la raconter parce que j'étais vraiment perdu au milieu des montagnes et je suis vraiment tombé sur ce chauffeur par hasard au bord de la route qui m'a régalé en me filant une chambre pour dessous et avec petite source d'eau chaude privative. Donc j'ai envie de dire que ça se refuse pas, ce genre de petite soirée vraiment top pour repartir d'attaque. Et d'ailleurs, on est déjà reparti, ouais, ça défile, hein, on s'arrête pas. Je me régale, petit Ayran des montagnes, ça c'est une dinguerie. Servi au robinet comme une pinte de bière. Ça sortait du pied de la vache, on se régale. Bon, et pour ceux qui connaissent pas l'Ayran, je vous le conseille, on en trouve quand même en France en industriel, mais c'est toujours, moi je kiffe bien. Je passe d'ailleurs mes premiers petits cols là, turcs, avec des belles petites montagnes. Donc je prends quand même quelques bons gros orages sur la gueule aussi. Bon, comme vous pouvez le voir, là-bas ça rigole vraiment zéro. Quand il y a un orage, ça pète. Tu vois plus rien et j'ai jamais vu des pluies aussi fortes. Franchement, tu pouvais pas rester dehors, tu te faisais matraquer à la gueule. C'était impossible de pédaler. Mais ça durait jamais trop longtemps. Et j'arrive dans ce magnifique petit village Safranbolu. Incroyable. C'était magnifique. Je me suis régalé encore avec des plats du coin. J'ai plus les noms, mais je vous les afficherai en vidéo si je les retrouve. C'était vraiment incroyable. Et vraiment, petite pause bien méritée avant de repartir pour les fameux canyons qu'on m'avait vendus et qui vraiment Par contre, la côte, elle est costaud. stylé. C'était vraiment impressionnant. Ça rend toujours moins bien à la caméra, mais vous allez voir, je me suis envoyé des petites côtes pour des points de vue vraiment sublimes. Et les voilà, ils sont là, hein, après tout ce teasing. Les fameux canyons. Non, je la remettrai pas, non. Il y a même un canyon qui était visitable de l'intérieur, avec tout un système de pontons là, c'était vraiment magnifique aussi. Et j'ai même pu taper mon meilleur plouf à la sortie de l'autre côté du canyon, c'était pas dégueu. Et chemin faisant, après avoir grimpé, descendu et encore grimpé, et oui, vous la voyez arriver, messieurs, dames, la mer Noire. Voilà, gros kiff, je sais pas pourquoi, ça fait toujours un énorme kiff de voir la mer au loin à vélo. Et là, j'ai pas été déçu. Une descente incroyable. Et du coup, le polo, il est heureux. Parce qu'il arrive à la mer, et il se fait des bivouacs de frolailles. Grand bleu, la mer, elle est même pas salée. Donc en fait, tu peux quasi te rincer dedans et t'es pas trop pourri avec le sel et tout derrière. Je rencontre plein de gens, je me régale. Je fais des rencontres de fous. Les gens sont trop gentils, c'est scandaleux. C'en est presque écœurant tellement je suis accueilli avec gentillesse. Mais bref, je me régale. Et j'en profite également pour affirmer encore un peu plus mon addiction envers les fasouliers ou encore haricots en français. Voilà, donc je ruine clairement l'estomac à coups de louche de haricots non-stop. Et je redécouvre également des problèmes de calvitie. Bon, ça, c'est autre chose, ouais. J'ai pas envie d'en parler tout de suite, ok? Bon, toujours est-il, il fait trop beau, je campe trop bien, il fait bon, l'eau, elle est pas trop salée. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'il va y avoir une couille, messieurs, dames, bien sûr. Toujours, jamais loin les couilles. Et pas plus tard que maintenant, d'ailleurs. Celle-là, bon, on peut la classifier de petite couillasse, mais quand même, elle mérite son mot. J'arrive sur un spot incroyable. Je m'apprête encore à passer le bivouac de ma life. Il fait grand beau, il y a un petit resto-bar juste au-dessus de la plage. Je peux me poser avec une petite pina colada, mon pote trek. Et d'un coup,
il y a des petites bourrasques qui commencent à arriver. Après les petites bourrasques, il commence à y avoir quelques nuages. Et là, d'un coup, il y a switch de météo. Le vent, il devient écœurant. Je commence à descendre en panique vers la tente. Je commence à construire, messieurs, dames, je commence à construire un mur avec les galets devant ma tente. Donc ça, c'est assez magique. Le vent, il commence à être monstrueux. La tente, elle commence à se plier en trois, mon gars, c'est un délire. Et le mur, il sert à rien. Il sert vraiment à rien, le mur que je fais. C'est n'importe quoi. Et il commence à flotter de fou. Donc là, la tente, j'ai l'impression que, pour moi, elle va se briser ou quoi. Donc, sous la flotte, je la prends avec moi. J'ai même pas le temps de la déballer. Je rentre tout dans le resto. Je rentre tout dans le resto et je fous tout en boule. Dans le petit annexe du resto, il y avait il y a des petites bâches qui y abritaient. Et donc, je me pose dedans. Il commence à faire nuit, en fait. Et j'ai même pas remballé ma tente. Je l'ai foutu en boule dans un coin. Et je me dis, bon, le gars, il va être sympa. Il va me laisser peut-être dormir sous sa petite annexe de restaurant sur le sol. Il se trouve que finalement, le mec n'est absolument pas compréhensif et s'en bat totalement la race de moi. Ce qui fait que je pars en détresse dans le noir total. Et sous la méga tempête, en fait, sans absolument savoir où j'allais pouvoir me poser, parce que j'étais sur une grosse route, avec la tente en boule sous le bras. Et donc je finis sur une espèce de vieux terrain de foot abrité derrière une haie. Bon, je passe une nuit bien humide, bien trempée, mais je repars et je survis. C'est le principal, je peux poursuivre mon périple. Je vous propose donc une petite remise en contexte, parce que je viens de finir en fait la mer Noire. Et là, il est temps que je rentre dans les terres, parce qu'il faut que j'aille à Erzurum pour faire mon visa iranien. Et c'est pas anodin si j'ai choisi ce moment pour revenir dans les terres et passer les montagnes, parce qu'il se trouve que pendant mes petites recherches sur les différents itinéraires pour rallier Erzurum, j'ai repéré la D915, soi-disant la route la plus dangereuse du monde. Most dangerous road in the world. Ok. Alors moi, qu'est-ce que je me dis, ça monte tranquillement. Ça pourrait être sympa d'y aller à vélo. Je suis tombé sur une vidéo YouTube de Red Bull qui le faisait en rallye avec un espèce de camion. Je me suis dit, vas-y, régale, il faut y aller. Et donc là, je suis parti. Et donc, je repars de la mer, direction les montagnes. Et ça monte direct. Je pars quand même avec le plein de Fendek et Smessi, les gens. Si vous connaissez pas, vraiment, c'est une spécialité là-bas. C'est de la pâte de noisette. Incroyable. Je démarre ma journée nickel. Et il commence à brumer. Voilà, comme on peut le voir, flotte et tout. Donc je suis pas serein et je commence à comprendre que je vais pas réussir à passer dans la journée parce que je sais pas ce qu'il y a au-dessus et tout. Et si c'est tempête, voilà, j'ai pas forcément les équipements pour tenir dans le froid. J'ai les petits démons de la Suisse qui ressurgissent un peu dans ma tête aussi. Bon bah voilà, on n'est pas coutume. On monte sous la flotte. Alors, je fais une petite pause au dernier village. Et ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que je suis tombé sur un mec qui parlait français. Incroyable. Dans ce dernier village avant le sommet. Il m'a dit que je pouvais revenir dormir chez lui. Donc j'ai quand même chopé un checkpoint. Et après sur la route aussi apparemment il y a un endroit où je peux dormir. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai des checkpoints si jamais c'est trop la meute. Mais par contre la mauvaise nouvelle c'est que j'avais acheté un super bout de fromage au petit magasin du village, au petit shop. Et donc je me suis fait chourer mon repas du midi, un bout de fromage par un chat, voilà. Donc j'étais bien content. Bon, j'en ai quand même bouffé un tiers on va dire. Et voilà. Mais bon, on va dire que j'ai assez d'énergie pour terminer. Il y a une espèce d'ambiance là. J'ai l'impression de monter dans un temple tibétain. Donc en gros, pour résumer, dans le dernier village de la montée, on m'indique qu'il y a une maison encore plus loin dans la montagne, tenue par un certain Tourgout, et je n'en dis pas plus.
tel un conte, j'arrive donc dans cette fameuse maison perdue dans la montagne, accueilli par maintenant mon grand ami Turgut, l'ours turc comme on pourrait l'appeler, qui m'accueille à bras ouverts pour un après-midi anthologique. Bah, Et du donc coup, cet après-midi démarre tout tranquillement. ça part pêcher du On poiscaille. part chercher des petites truites à l'épuisette dans son bac où il élève des truites dans une espèce de bac en plastique au bord du chemin. Et il me cuisine ça au feu de bois là, Ok. incroyable, je me régale. Oh. Ok. Ok, il y a ce qu'il faut. On va se régaler. Voilà. Et après, l'après-midi démarre. Et moi, je commence à essayer de réparer des trucs, j'essaie de recoudre des trous dans mes sacoches, etc. Et lui, je sens qu'il se faisait un peu chier et qu'il me regardait, assez intrigué. Donc il commence à aller me chercher de la colle et tout, il me montre. D'ailleurs, au passage, il me présente un truc incroyable, une espèce de colle. Après, ils ont ça partout en fait, mais nous, on n'a pas trop ça. Liquide que tu cristallises avec un spray derrière et qui sèche instant. Et c'est ultra solide et franchement, ça a réparé mes sacoches en 2-2. Et ensuite, le temps passe et bon, on commence à rigoler, mais on n'arrivait pas trop à communiquer, quoi. Parce qu'on parlait pas la même langue. Et là, il m'amène un petit jerrycan. Et il me dit whisky, whisky. Il me dit home whisky. Je lui dis bon, bah vas-y, hein, de toute façon, on n'a pas grand chose à faire, donc let's go. Et là, on commence à se renvoyer des shots de whisky maison. Bon, le whisky était blanc, translucide, donc je sais pas avec quoi il était fait son whisky. Mais bon, on commence à bien se marrer et tout. Et là, il me fait un peu chut, genre en mode, parce qu'il y avait sa femme en fait qui était là aussi. Et il m'emmène sur le balcon. Et là, il me montre un fusil à pompe. Et, il tire au fusil à pompe dans la vallée. Et il me montre en fait. Et après, il me met le fusil à pompe dans les mains. Il me dit vas-y, vas-y, vas-y. Donc moi, vas-y, je voulais essayer, ça me faisait marrer. Donc je le fais. Et en fait, moi, comme un con, j'ai cru qu'il y allait avoir un recul de fou. Donc j'ai serré le fusil à pompe ultra fort contre ma tête et contre mes bras. Et en fait, je me suis explosé le tympan en tirant parce que bah, ça m'a détruit le tympan. Donc moi, je disais, oh, trop cool, je souriais et tout. Mais en fait, j'avais une oreille qui était éclatée et j'entendais plus rien. Bon, c'est revenu pas longtemps après, quoi. Mais voilà, c'était un après-midi perdu dans les montagnes en Turquie avec mon ami Turgut. Et voilà, on s'est encore régalé le soir. Il m'a monté là dans la chambre, dans leur chambre en haut, il faisait sécher des feuilles de thé. Il a enlevé les feuilles de thé pour me libérer le matelas parce qu'elles séchaient sur le matelas. J'étais sur le matelas, couverture. J'ai dormi comme un coq en pâte. Et je suis reparti le matin, prêt à en découdre avec ce col. Je repars donc avec direct des petites éclaircies Mais que qui dis-je? mettent le baume au On cœur voit le pour la soleil. journée. Oui, mon pote. Il y a du bleu un peu même. Oui, on en voit un peu là. C'est beau ça. Bon, je m'enflamme pas, mais putain, ça fait plaisir. Et les voilà. Ils sont là, mes petits lacets. Putain, l'éclairage est pourri. Je sais pas si on voit quelque chose. Et au final, je suis bien content d'avoir fait ce move parce que ça va rester un des plus beaux cols, je pense, de mon voyage. L'endroit est vraiment magnifique. Et ouais, mon pote, c'est ouf. Et au final, en résumé, cette route, bah, pas si dangereuse que ça à vélo en fait, puisqu'elle est quand même assez large tout du long. C'est vrai qu'avec une voiture, il y a des passages escarpés, il y a Ça y des est. roues qui peuvent être très proches du bord. Mais à part ça, à passer vélo, l'accès. c'était nickel. Bon, il reste encore un peu de montée. Hein. Et là, on est sur les hauteurs. On finit ça. Et mine de rien, j'arrive à 2330 mètres en partant du niveau de la mer. Ça fait une belle ascension. Et
Et en fait, d'un coup, le décor il change. Là, on va voir. Bon, là, il fait moche, donc les couleurs ne transparaissent pas trop. Mais d'un coup, on passe d'un paysage ultra forestier, humide, à quelque chose de beaucoup plus sec. Il y a beaucoup moins d'arbres. Et on va voir que les couleurs, elles vont vite commencer à devenir ocre, un peu rouge-orangé. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression de changer de pays, quoi. C'est assez fou. Voilà. Ça a bien changé. C'est pas dégueu non plus. Hein. On va pas se mentir. Par contre là c'est dur avec la pluie. On est encore. C'est chaud. Et pour cause, parce qu'en fait, j'arrive tout simplement sur le haut plateau arménien. Et voici l'heure du point géographie. Le haut plateau arménien, qui est une région assez énorme et qui se situe aux alentours de 2000 mètres. Et donc en fait, je vais rester autour de 2000 mètres pendant très très longtemps, jusqu'au milieu de l'Iran. Donc je vais rester en altitude, mais on s'en rend même plus compte parce qu'on est sur un plateau en fait. Bon après j'avoue que là sur le moment même quand je débarque, en fait ça continue de monter et tout. Je pensais alors que je m'attendais à faire une énorme descente. Et en plus je prends une bonne grosse flotte sur la tronche encore. Donc là le kiff il est pas tout à fait là encore, mais il arrive, vous inquiétez pas. Et du coup, même niveau culture, on commence à voir une différence aussi. Quand j'arrive dans les quelques villages qui sont dans la région, on me dévisage, on me regarde vraiment comme un extraterrestre. Je trouve quand même un frérot qui m'héberge, je crois, dans les locaux de la mairie d'un petit village pour le soir, là, donc génial. Et je repars le lendemain matin. Il serait plus costaud qu'hier celui-là, mais putain, même si c'est du bitume, il est très très dur. Non putain, c'est dans le brouillard. C'est compris, c'est dur. Il y a une camionnette qui a encore proposé de nous déposer. Et je vous avoue que là, j'ai refusé, mais ça fait 3 km que j'arrête pas d'y penser là. Ah, c'est dur. J'espère que je vais pas le regretter là, jusqu'à la fin. La solitude! Et là c'est dur. Là c'est dur, j'en prends encore plein la tronche. Niveau météo c'est vraiment compliqué. Et je sens que je commence à être très fatigué. J'ai peut-être beaucoup enchaîné mais je m'en rends pas trop compte. Et ouais, c'était très très dur. J'ai pris un orage à 5 mètres de ma tronche. J'ai pris un éclair qui a pété sur une colline juste à côté de la route. J'ai eu trop peur. Enfin, ouais. Et donc là, je sens clairement que il est temps que j'arrive à Erzurum. Heureusement, c'est plus très loin pour prendre un petit peu de repos qui me fera le plus grand bien. Et je finis bien par arriver. Congratulations! Et juste le temps de faire une petite pause et je repars. Et là, on va commencer à changer d'ambiance. On va attaquer de la montagne toujours, mais du plus sec et du plus chaud. Du très très chaud même, on va le voir. Mais avant toute chose, pour que vous ayez un petit peu de contexte pour la suite quand même, je suis obligé de vous faire un petit point histoire géo. C'est l'heure du point histoire-géographie. Je vais essayer de rester synthétique et d'aller vraiment à l'essentiel juste pour que vous ayez un petit peu le contexte. Mais c'est important d'en parler pour que vous compreniez bien la suite. Et je pense que si nous en Europe et en France en particulier, on ne connaît pas trop l'histoire de cette région, donc je pense que c'est intéressant. Je vais essayer de ne pas dire trop de conneries. Le Kurdistan, c'est donc une région qui se répartit sur plusieurs pays et qui est habitée par les Kurdes. C'est pour ça qu'on parle plus volontiers du peuple kurde. Et donc ce peuple est un peuple vraiment de montagne qui se répartit sur plusieurs pays. Et donc ils ont des relations plus ou moins faciles avec les différents pays. Et donc pour ça, là, vraiment l'histoire est ultra complexe. Donc je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Mais juste pour comprendre que c'est avant tout un peuple de montagne et qui sont habitués à vivre dans cet environnement. Et accueillir des voyageurs. Vous voyez où je vais en venir. L'hospitalité est vraiment une de leurs valeurs fortes. Et pour le reste, moi j'ai essayé d'écouter des podcasts, etc. à vélo, mais je trouvais que c'était vraiment difficile de s'informer. Toujours est-il que de ce que j'ai compris, ils ont une identité culturelle forte et ils doivent en quelque sorte un peu cohabiter parfois avec les différents pays sur lesquels ils sont. Et ça peut créer notamment des différences et donc des conflits dans différents endroits. Et si je dis ça, c'est pour que vous compreniez en fait, parce qu'à mesure que j'avance vers l'est, je rentre de plus en plus dans cette région kurde, et j'ai senti
une différence claire dans l'environnement, dans le sens où je suis arrivé sur des villages où j'ai senti beaucoup plus de pauvreté et aussi beaucoup plus de militarisation, je sais pas si ça se dit, et donc une présence militaire très, très importante. Et notamment là sur les images qu'on vient de voir, la zone est très militarisée. Je tombe beaucoup sur des tourelles, des passages de militaires qui m'invitent à boire le thé et qui sont ultra sympas d'ailleurs. Et qui m'interdisent par contre de filmer et de prendre des photos, c'est pour ça que j'évite, donc j'ai pas beaucoup d'images. Et je tombe aussi également sur des villages ultra pauvres où il y a des gamins qui me courent après en me demandant de l'argent. Et je me fais même voler des biscuits sur mon vélo en train d'acheter 2-3 trucs dans une supérette. Donc ouais, en gros, tout ça pour dire que c'est assez complexe et que en fonction même de chaque pays, la situation est différente. Je dis ça aussi parce que du coup, moi j'ai vu la situation en Turquie et en Iran, et pour le coup les deux étaient très différentes aussi. Et donc ces dernières journées en Turquie, elles étaient assez particulières, parce qu'on se retrouve totalement dans un paradoxe humain, où dans la même journée on côtoie deux parties qui se détestent et peuvent se haïr, et en même temps des deux côtés on est accueillis à bras ouverts, et les gens sont hyper gentils avec nous. Et donc voilà, pour moi tout est une histoire de croyance, et l'homme est profondément gentil au final. C'est mon petit moment bisounours. Parce que, je vous spoil, mais je rencontrerai que des gens gentils tout au long de la route. Ouais, désolé. Monter vers le Notamment col. quand j'en parlais, Entamé. quand j'essayais d'en parler avec Donc tu vas nous emmener les Turcs, jusqu'à dès que je presque parle du 2800 Kurdistan, mètres. j'avais tout de suite des remarques en mode Et, c'est pas un 32 pays, c'est pas un virages à pays. Mais venir. moi je voulais juste parler de la Donc région là, en fait, sur, tout simplement. sur la Dès que je deuxième disais le mot moitié de la Kurdistan, montée. les gens On va considéraient en faire pâlir l'Alpe que d'Huez. comme si je déclarais que c'était un pays officiel. Alors que dans ma tête, je voulais simplement parler de la région. Donc j'ai vite compris que la situation entre les Turcs et les Kurdes était quand même assez tendue, quoi. Mais bref, après cette petite escale à Vannes, je repars, Faut pas bien se fier aux décidé apparences, à enfin parce que passer tout à la l'heure, on frontière dirait que c'est iranienne. Mais en fait ça monte déjà, et c'est déjà bien crevant. Et là-bas ça a monté plus, je sais pas si on voit. Là-bas ça a bien démarré là, les virages. Mais c'est pas que hein. Pas dégueu. Allez go. Ok Mehmet, you're right. Time is hard. Et après faut remonter. Yes I. Bon bah pas l'endroit où dormir à la descente après de nombreuses tentatives de demande, mais on m'a fortement suggéré d'aller ici, donc c'est parti, on se retape un petit 200 de D+, voilà, en fin de journée, ça fait toujours plaisir. Petit 200 pas prévu, au moins on a un petit soleil sympa. Et le soir, je suis hébergé par Saddam avant de passer la frontière iranienne, donc à Bachkaleh, avec qui je bois encore du thé toute la soirée et qui m'offre le repas dans sa famille, c'était incroyable. Et je repars le lendemain matin pour Yuksekova, ma dernière ville avant de passer la frontière iranienne. Bon et là désolé, vous aurez pas trop d'images une nouvelle fois parce que bon la frontière était quand même pas mal militarisée, interdit de prendre des vidéos bien entendu. Bon, je passe quand même la frontière hyper facilement, à ma plus grande surprise. Le poste et tout, les papiers c'était nickel, c'était assez fluide. Ça a pris 20 minutes je pense. Et je débarque en Iran les potes. Congratulations. Et donc là, je fais 5 km sur une route bitume nickel et j'arrive à un rond-point. Et là, je vois un mec en tenue de militaire avec la dégaine d'un général américain, mais version iranienne, donc avec les Ray-Ban et tout. Et là, il me fait signe de m'arrêter le long de son Algeco au bord du rond-point. Est-ce que ça mérite une petite anecdote ? Ouais, allez, ça mérite clairement une anecdote. C'est parti. Et donc voilà comment ça se passe. Moi, j'arrive tout souriant. Après avoir passé ma petite frontière nickel, alors que je serrais quand même un peu les fesses, on va pas se mentir. Et donc là, je vois le général. On va l'appeler le général parce que je sais pas comment il s'appelait. Il me stoppe. Donc déjà, il essaye
prendre mon téléphone qui était fixé sur mon guidon, mais il sait pas comment il est fixé, donc il commence à essayer d'arracher le téléphone sur le guidon. Je lui dis oh, je lui montre comment on l'enlève, et il prend mon téléphone et il m'emmène dans l'Algeco. Et donc là, on est face à face dans le bureau, il se met à checker les photos sur mon téléphone, et il essaye de me faire un interrogatoire, et je vois très vite qu'il parle zéro anglais, donc déjà il comprend rien à ce que je dis, mais il fait genre il comprend, et il traduit en même temps sur son téléphone, sur Google Traduction, des questions en anglais. Et vu comment il prononce les questions, je vois très rapidement qu'il ne blaire pas un mot de ce que je raconte. Mais il me demande quand même si je connais des gens en Iran, pourquoi je viens là. Et donc je réalisais pas, mais je commence à stresser un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis un peu entre les mains du gars, quoi. Et donc après un petit blanc un peu gênant, il me laisse partir. Et j'arrive enfin, après quelques montées sur Urmia, avec un paysage qui se dévoile à 180 degrés, et le fameux plus grand lac d'Asie de l'Ouest, lac salé et en sécheresse, malheureusement. Je suis donc accueilli par Faraz, mon premier hôte iranien, qui m'explique que la petite interview que j'ai eue avec le général est quelque chose d'habituel. Il aime bien arrêter les touristes qui passent la frontière. Des fois, il demande même si on a des bombes sur soi ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc finalement plus de peur que de mal. Et dès le début, je suis accueilli à bras ouverts avec une hospitalité incroyable qui, vous allez le voir, ne va pas s'estomper au fil des rencontres. Donc Faraz explique rapidement la situation, qui est que tant qu'on n'a pas affaire aux militaires, le pays est génial. Et en fait, c'est un peu les militaires qui sont au pouvoir et qui font ce qu'ils veulent. Et donc il m'explique aussi que lui, et notamment les jeunes d'Iran, mettent en place des actions, mais c'est très compliqué parce que dès qu'ils font quelque chose pour manifester ou revendiquer, ils se font rapidement tirer dessus en fait par les militaires. Donc la situation, elle est quand même tendue par rapport à ça. Et même quand il m'en parle, il est obligé de chuchoter, même s'il n'y a pas grand monde autour de nous, car en fait, il y a des gens qui peuvent entendre et il y a de la délation encouragée par le gouvernement. Bref, vous allez voir, la population est incroyable et je leur souhaite vraiment le meilleur. Et j'espère qu'ils arriveront à obtenir ce qu'ils veulent en tout cas. En ce qui concerne la ville d'Urmia, beaucoup de choses à dire également. Elle est assez incroyable cette ville. En gros, moi quand j'arrive, je commence à être dans des paysages très arides, très secs. Et quand j'arrive sur Urmia, ça fait vraiment une étendue d'arbres verts au bord du lac. Donc on voit à peine le lac tellement il y a de verdure autour. Et en fait, c'est les jardins des gens autour du lac et en profitent pour cultiver des fruits, etc. Et donc, c'est vraiment beau. Malheureusement, ce lac est en sécheresse totale, à cause notamment d'extraction d'eau menée par le gouvernement pour construire des usines, et également à cause du réchauffement climatique. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de poussière dans l'air, en fait. Et on le voit quand on arrive, et même après, j'aurai souvent des brouillards autour de moi. Et en fait, c'est des brouillards de poussière, parce qu'il fait super sec. Et d'ailleurs, petite info pour illustrer tout ça, le lac a perdu pas moins de 90% de sa superficie au cours des 45 dernières années. Voilà, juste pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Bon, à part ça, en ce qui me concerne, moi je fais une petite pause le lendemain à Urmia, où je visite la ville avec Faraz, et il m'envoie dans le meilleur bike shop, et je pense le meilleur mécano que j'ai jamais rencontré tout simplement. Ancien pro de VTT, il reçoit des vélos des quatre coins du pays pour se faire réparer. Il répare même le carbone, enfin c'est incroyable. Et moi en fait, je lui dis que je repartais le lendemain. Et il m'a rien dit, il m'a dit ok. Et en fait, il a dormi à côté de mon vélo pour qu'il soit prêt le matin et pour que je puisse repartir au plus tôt. Donc j'étais assez gêné en fait. On l'a réveillé en fait en ouvrant son magasin. Et il avait son futon à côté de mon vélo et il a révisé tout mon vélo, il a même nettoyé et regraissé les roulements des pédales, juste pour vous dire. Donc je repars avec une machine de guerre et voilà. Et je suis ultra reconnaissant, enfin c'est incroyable. Et je repars pour Mian Doab, où pareil, je suis une nouvelle fois hébergé par cette personne incroyable, Adi, mon ami. Et là, en 3 jours, c'est abusé la gentillesse et l'hospitalité que je reçois. C'est incroyable. Il me fait passer une soirée de fou avec un repas dans un restaurant, une chicha, etc. J'ai l'impression d'être un roi, quoi. Et ça se lit en fait dans ses yeux que ça lui fait tellement plaisir de pouvoir me faire découvrir où il vit et sa vie que voilà, c'est ultra inspirant. Et en fait, on a juste envie d'être pareil après, quoi. Donc je vais encore passer un message de bisounours, mais
Sachez que la haine se propage, mais la gentillesse se propage aussi. Donc voilà. Bref, on en revient au voyage, et là vous pouvez profiter parce que vous avez de rares images de moi à la 3e personne sur un vélo. J'ai totalement changé mon itinéraire avec les conseils de mes différents hôtes. Je vais passer dans les montagnes. Voilà, j'avais prévu de rejoindre Isfahan le plus vite possible, donc qui est une ville assez exceptionnelle à visiter. Mais clairement, j'ai choisi un itinéraire pourri qui m'envoie dans du désert sans intérêt pendant plusieurs jours. Et avec les premières rencontres que j'ai pu faire, je me rends compte que le Kurdistan c'est quand même grave cool. Et donc, on me conseille vraiment de continuer dans les montagnes kurdes et au sud de l'Iran. Ce qui me rajoute au passage un petit plus 200 km et 5000 mètres de D+, sur mon itinéraire. Je me rends compte petit à petit que les montagnes sont quand même un endroit que j'apprécie particulièrement. Donc je m'engage à fond dans les montagnes du Kurdistan iranien. Et la nuit d'après, j'arrive à Sakès, où je suis accueilli par Aram, notamment, et toute sa famille. Et je passe un moment encore incroyable, un de plus. Et là, c'est vraiment... Ils voulaient que je reste 2 semaines chez eux, mais je pouvais pas, malheureusement, je devais y aller. Mais on passe la soirée à jouer à un jeu vidéo sur leur ordinateur. Et on se tape des barres vraiment toute la soirée. J'ai même pas le droit de me lever pour aller ranger une assiette ou quoi. Je pourrais jamais les remercier assez de l'accueil qu'ils m'ont offert, c'était fou. Et il me donne notamment une explication pour expliquer cette hospitalité qui est que les Kurdes sont un peuple de montagne et a toujours été un peuple de montagne, et héberger et accueillir les voyageurs a toujours fait partie en fait de leur culture, et ça se ressent vraiment de manière très très forte. Bref, je repars une nouvelle fois avec le cœur encore plus serré que d'habitude parce que c'est vraiment marré et j'aurais pu rester là très très longtemps. Mais je repars pour Marivan, qui est une ville assez connue dans le Kurdistan, parce qu'il y a un lac et c'est assez touristique et c'est très joli. Mais je pense que vous pouvez déjà le voir aux images, j'ai bien fait de modifier mon itinéraire, les montagnes sont vraiment magnifiques. On me dit généralement qu'on vient plutôt au printemps où c'est tout vert, mais là moi je trouve ça aussi plutôt sympa, ce côté assez sec. Et je sais pas si on le ressent à travers les images, mais il commence à faire très très chaud. Et là je commence à souffrir. My night was really small. I slept maybe 4 hours because I could not sleep. It was way too hot. But the race day was definitely worth it because I feel I have a lot of energy, way more than 2 days ago. So I'm climbing well and I'm happy. It's beautiful. 9:25. More than 33 degrees already. Let's see until when I can continue. Okay, small update, little update from the climb. The second half is way harder, but I'm way slower, but it's gonna be okay. I think I see the end. I will show. This is the end, I think, with the road here, and we can see the path at the end. I hope this is the end. I'm not sure, but I think. Okay, not so far. Let's go. Okay, live, end of the climb. Oh putain. Ok, on va attendre que ça passe. Bon, et outre mes dénis de problèmes de santé qui démarrent, ça reste quand même très très beau. Donc je suis quand même ultra heureux d'être dans cette région. Et je commence à démarrer une course que j'ai jamais faite avant en fait. C'est un peu la course avec le soleil en fait. C'est la course contre le soleil. Tous les matins, je me lève, je démarre de nuit, et quand le soleil commence à monter, c'est comme un chronomètre en fait, où je sais qu'il y a un moment, la chaleur va devenir insoutenable, le soleil va être trop haut, et je pourrai plus rien faire. Et donc c'est un peu la course avec le soleil tous les jours, et j'essaye d'avancer un peu comme ça, mais
Ça commence à être dur, je passe des moments à tituber dans les montées. Et voilà, je commence à engranger énormément de fatigue. Et je m'envoie quand même des bonnes traces de 140 km avec des cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Comme au cours de ces images. Et il fait très très chaud. Il commence à faire 39 degrés aux heures les plus chaudes. Donc ça devient très dur. Il faut vraiment que je m'adapte et j'avance de plus en plus lentement. J'arrive quand même à Marivan, où je suis une nouvelle fois accueilli par des gens incroyables qui me montrent leur ville et leur environnement et ils m'apprennent plein de choses. Donc ça réchauffe tout de suite le cœur, même s'il fait déjà assez chaud à l'extérieur. Et quand je suis sur le vélo pendant ces fameuses courses avec le soleil, il y a un réflexe qui se m'est arrivé aussi naturellement, c'est qu'on scrute la moindre rivière, source d'eau ou coin d'ombre. Et ce qui est marrant, c'est quand on trouve un coin abrité du soleil, on tombe souvent sur des gens. Et donc je sais pas si vous vous rappelez mes messages de bisounours, mais comment vous voulez être un connard quand vous êtes entouré de personnes aussi heureuses et qui vous transmettent de la gentillesse en fait. Vous pouvez pas devenir méchant ou haineux en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça se ressent dans les vidéos. Parce que moi quand je les re-regarde, franchement, ça fait chaud au cœur. Et je pense qu'on peut enfin faire un petit laïus sur la place des Kurdes en Iran. Et moi, ce que j'ai ressenti vraiment sur le terrain, c'est que les Kurdes, ils vivaient dans leur région montagneuse et qu'ils étaient tranquilles et que personne venait les embêter et qu'ils étaient... En fait, ils sont dans leur région où ils ont toujours vécu historiquement parlant. Et en fait, ils sont bien et ils sont heureux là-bas, quoi. Bon, ce qu'ils m'ont expliqué quand même, c'est que le gouvernement les délaissait un peu, donc ils n'ont pas d'aide et ni de soutien de la part de l'État. Mais on est vraiment immergé dans une culture et une atmosphère assez unique où moi je me suis senti vraiment ultra bien quoi, et à l'aise. I thought it was only going down, but in fact there is a small climb here. I'm going very slowly because it's like 38, 39 degrees right now at 1 p.m. But it feels so hot, like it feels like it's 50. So ben voilà, ils sont là les 39, 39,4. J'ai l'impression qu'il fait 2 fois plus. Est-ce qu'on va atteindre les 40? 39,5. Allez, 3 km et on est bon. Et donc là, si vous voulez suivre la suite et la fin de l'aventure en Orient et savoir aussi si je vais survivre à ces chaleurs, eh ben, faudra aller checker le prochain épisode, chapitre 2 partout. Et préparez-vous si vous voulez de l'aventure parce qu'il va y en avoir, moi je vous le dis.